Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs. Très heureux de vous retrouver à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires et de débats et d'avis sur les sujets qui ont marqué l'actualité au plan national et international avec nos invités, nos chroniqueurs. Nous allons donc passer en revue les sujets de la semaine. Premier sujet, on va parler donc de cette affaire d'extradition de François Compaoré suite à l'avis, on va dire, la décision de la Cour de cassation française. Puis second sujet, c'est cette autre affaire du charbon fin d'Essakane qui a aussi soulevé des vagues avec la sortie du gouvernement. On va donc discuter, échanger sur ce sujet-là. Et puis, dernier sujet au plan national, ce sera aussi le débat sur la candidature au CDP. Donc, nous allons évoquer ce sujet-là. Et puis, en international, c'est le Soudan où il y a une situation catastrophique, on va dire, des tueries entre l'armée et les insurgés. Pour parler de ce sujet-là, je suis avec mes invités, les visages que vous connaissez. Lengani Isaka. Isaka Lengani est journaliste, le directeur de publication de l'Opinion. Merci Lengani d'être sur ce plateau. Et puis, Voukouma Joachim, directeur de publication de Kasseto.net. Merci Voukouma d'être sur ce plateau. Et puis, juste à côté, Évariste Consebo, le chroniqueur média, président du Cercle d'éveil, qui est une association de promotion de défense des droits de l'homme, également premier porte-parole du FORA, qui est le Forum alternatif des citoyens. Merci Évariste d'être sur ce plateau. Et puis enfin, dernier invité, André-Eugène Ilboudo, directeur de la radio des écoles. Merci à vous tous d'être sur ce plateau. On va donc débuter un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit donc de cette affaire de la demande d'extradition de François Compaoré qui dure depuis, avec les péripéties de la justice. On en est à une décision quand même qui est une décision importante dans cette étape d'extradition. Alors c'est la décision de la Cour de cassation qui a estimé que le Burkina a justifié des garanties fondamentales de procédure, des droits de la défense et d'un procès équitable. Et suite à cela, le pourvoi qui avait été donc formé par la défense de François Compaoré a été donc rejeté. Disons que la Cour de cassation a donc a autorisé donc l'extradition, en attendant bien sûr le second acte qui est le décret qui doit être pris par le gouvernement français. Voukouma ? C'est l'épisode, nouvel épisode de ce long feuilleton judiciaire dans lequel nous sommes tous impliqués. Donc on a suivi effectivement avec beaucoup d'intérêt l'avis de la Cour de cassation qui a confirmé la première décision. Ces avocats ont annoncé qu'ils allaient faire appel après la rédaction du décret que le gouvernement doit prendre. La procédure n'est pas encore terminée, puisque même si le décret était attaqué devant le Conseil d'État et que le Conseil d'État donnait raison pour 1000 raisons aux avocats, ou qu'il les désavouait, il y avait encore une possibilité d'attaquer auprès de la Cour européenne de justice. Certains même parlent encore de l'ONU. Donc, la procédure est longue, mais comme on dit, la justice c'est comme une vieille dame qui prend son temps, qui va à son rythme, mais qui arrive toujours à destination. Ce que nous attendons tous, partisans comme non partisans, mais tous soucieux de la justice donc, au Burkina, c'est que M. François Compaoré puisse répondre devant la justice et s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Il a toujours dit qu'il n'avait rien à voir avec cette affaire, qu'il était innocent dans cette affaire. Je rappelle qu'il est inculpé pour incitation à assassinat. Incitation à assassinat. Il a toujours dit. La dernière interview qu'il a donnée au magazine panafricain dit... M. François Compaoré est inculpé. Est-ce qu'il est inculpé? Mais je pense qu'il faut que les gens l'attendent pour pouvoir l'inculper ou pas. Je pense que c'est le début de la procédure qui doit commencer par son audition après, justement, l'ouverture du dossier. Mais s'il n'est pas là, c'est un peu difficile. C'est pourquoi l'État avait demandé son extradition. Enfin, l'ancien appel... Une demande d'extradition. L'arrestation et puis l'extradition avant. Donc, s'il vient, il va s'expliquer. Peut-être qu'à l'issue de son audition, le juge ne va rien trouver à Yuridi, comme ça a été le cas en 2006, lorsque le juge avait prononcé un non-lieu. Mais tant qu'il ne vient pas, peut-être qu'il y a des éléments nouveaux, ce qui justifie d'ailleurs la ouverture du dossier. Il faut qu'il vienne et qu'il s'explique. C'est ça la justice. J'ai écouté pas mal de réactions, à commencer par celle de Achille Tapsaba, qui est le premier vice-président du CDP, qui s'inquiète de ce que François Compaoré soit éventuellement remis entre les mains d'une justice aux ordres. C'est ce qu'il a dit, c'est son inquiétude. Bon.
Mais ça a été toujours un peu l'inquiétude Oui, des avocats oui, qui ont estimé que oui, les conditions d'un procès équitable ne sont pas réunies. La justice burkinabé n'est pas indépendante. Et donc, par conséquent, il trouve que François Compaoré pourrait répondre devant une justice, mais pas cette justice-là. Laquelle, je veux dire, les faits se sont produits ici, il est inculpé ici. Écoutez, la justice burkinabé, elle est ce qu'elle est. Les juges qui sont là sont les mêmes qui étaient là avant. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas une génération spontanée comme ça de juges qui sont apparus et qui occupent tous les postes. Ce sont les mêmes juges qui sont là depuis longtemps. Donc, si on n'accorde pas la crédibilité, du crédit à ces juges-là pour dire le droit, bon, il faut dire à tous les Burkinabés, dans ce cas-là, de ne plus porter leurs affaires devant la justice. Je pense que, c'est mon point de vue, je pense qu'il a intérêt, son avenir n'est pas en France. Son avenir n'est pas dans l'exil, qui est une souffrance perpétuelle, psychologique, morale et même physique. Son avenir est au Burkina où il a sa famille, ses parents, ses intérêts. Et je pense que, ça c'est mon avis, son intérêt c'est d'être au Burkina ici, évidemment de répondre devant la justice. Et quelle que soit l'issue du procès, je pense qu'il sera beaucoup plus apaisé ici qu'à Paris. Lengani, sur cette question, la justice, parce que le débat c'est autour des conditions d'un jugement, des conditions d'examen de François Compaoré au niveau de la justice burkinabé. Est-ce que la Cour de cassation a dit, je l'ai dit d'entrée, que le Burkina a justifié des garanties fondamentales de procédure, des droits de la défense et d'un procès équitable? Oui, bon, il faut d'abord dire que la Cour de cassation ne juge pas au fond. Elle juge sur la procédure. Est-ce que les règles de procès ont été respectées? Je pense que c'est ça que la Cour de cassation dit. Bon, ensuite, je crois, comme vous-même l'a dit, François Compaoré s'estime innocent dans cette affaire. Il estime que c'est une cabale politicienne et politique contre lui. Et c'est la raison pour laquelle il dit qu'il ne peut pas venir dans son pays dans les conditions présentes d'une justice qui, bon, qu'on le veuille ou non, c'est vrai qu'il n'y a pas de génération spontanée de magistrats, mais il y a une génération spontanée de politiciens qui sont venus à la suite de ce qu'on sait. Une génération spontanée qui ne serait jamais arrivée au pouvoir au jour d'aujourd'hui si les règles de droit et de démocratie avaient été respectées. Donc il y a une génération spontanée de politiciens qui sont là et qui dirigent, comme toutes les justices du monde sont en quelque sorte, quelle que soit l'indépendance, sont sujettes au rapport de force qu'il y a dans la société et au niveau des pouvoirs publics. C'est-à-dire le pouvoir, ceux qui sont au pouvoir ont forcément plus de moyens pour influer sur la justice. Et c'est ce qui est fait. On a vu effectivement cette justice indépendante-là, qui courageusement a pris des décisions indépendantes que l'État a décidé de casser. Le cas de Guibril est là. On l'a mis, les juges en toute indépendance, en justice indépendante, responsable, une génération de juges qui est là depuis des années, et donc qui a décidé de mettre en liberté un citoyen. L'État, lui, décide qu'il n'en est pas question. Vous voulez que M. François Compaoré vienne dans ces conditions-là? Je crois que, d'abord, il faut reconnaître que c'est quand même quelqu'un qui sait où se trouvent ses intérêts, qui observe les choses et qui sait s'il va être jugé dans les bonnes conditions ou non. Quand on regarde la procédure pour l'extrader, l'État a réussi la prouesse, par exemple, d'abolir la peine de mort en un temps record. Une question qui est pendante au Burkina Faso depuis les indépendances. Et une question qui tient à cœur une grande partie de la communauté nationale qu'on sait, qui est contre, pas le fait religieux, qui est contre le fait qu'on doit enlever cette disposition. Parce que même dans les lois divines, il est permis de le faire. Du coup, brutalement, on réussit à le faire. Il y a un certain nombre de péripéties qui sont là, qui montrent que, en fait, on a tout fait pour faciliter, on a tout fait pour que François Compaoré rentre. Est-ce que c'est pour dire le droit? C'est là où se trouve la véritable question. Parce que si c'était autant pour dire le droit, mais le procès peut commencer sans François. D'accord. Alors, André Eugène Ilboudo. Oui. Je crois que peut-être qu'il faut qu'on fasse un petit rappel pour peut-être ceux qui... Alors, je vais juste rappeler aux téléspectateurs que cette émission est interactive vers la fin. Donc, ils peuvent déjà appeler pour s'inscrire et puis ils seront donc rappelés pour leurs interventions. Bon. Monsieur François Compaoré est accusé
d'incitation à assassinat, comme l'a rappelé Joachim. Et ces avocats ont produit 8 arguments et le Burkina Faso demande à la France de l'extrader pour qu'il vienne, pour qu'on lui pose des questions. Ces avocats ont produit 8 arguments pour dire pourquoi M. François ne peut pas venir. Et principalement, les 4, c'est que c'est politique. Deuxièmement, il ne sera pas en sécurité d'une manière personnelle s'il arrive au Burkina. Si on le mettait en prison, il n'y a pas un quartier général bien aménagé où il peut y être. Quatrièmement, il a sa famille en France. Si on l'extrait de la France au Burkina, il va être séparé de sa famille. Et il y en a d'autres. Mais ce sont les 4 principaux que l'on peut regarder. Mais oui, là, la Constitution a soulevé la peine de mort. Donc, on a dit ça ne tient plus. Alors, on dit, si monsieur... Donc, la Cour de cassation a regardé les arguments des avocats et il a répondu point par point pour dire ce que vous nous dites, on a vérifié, ce que vous nous dites là ne tient pas debout. Et donc, nous, on peut dire l'État français peut extrader M. François sans grand risque, ni pour sa personne, ni pour sa détention, ni pour sa justice. Mais ça, sur la question politique, ou bien sur la question qui n'est pas encore inculpée, vous savez, bon, je dirais que tout citoyen est un candidat potentiel à l'arrestation. Ça veut dire que si la justice vous soupçonne de quelque chose, on vous envoie vous chercher, et c'est après vous avoir écouté qu'on vous laisse partir. Mais quelqu'un ne peut pas dire, moi, on ne peut pas m'arrêter. Ça, c'est le principe du droit. Si on vous soupçonne de quelque chose, on vous appelle. Si vous êtes là, on part vous chercher. Si vous n'êtes pas là, on dit mandat d'amener, etc., etc. Donc, ce que l'on a demandé à M. François de venir là, ça rentre dans le cadre normal de tout citoyen. Maintenant, quand il va venir, comme depuis toujours, il a toujours dit, moi, je n'ai rien à voir dans cette affaire. Et effectivement, on a eu même un non-lieu. Et tous ces avocats ont toujours soutenu cela. Moi, je dirais, à la limite, mais Joachim a décrit, j'imagine que ceux qui quittent leur pays, pas de leur propre gré, effectivement, doivent subir une souffrance. Moi, je dirais, si effectivement, M. François n'a rien à craindre, qu'il vienne et qu'on lui pose des questions. Il a beaucoup à craindre. Non, je vais dire. Non, attends, je vais dire. Qu'on l'accuse, non. Il a à craindre en fait, de l'environnement judiciaire. C'est là la question. Non, ce que je veux dire par-dessus, le drame, c'est que c'est notre pays qui est comme ça. Et il a fait partie de ceux qui ont géré notre pays. Aujourd'hui, si vous êtes malade, aujourd'hui, il y a une grève des gens qui vous disent qu'à la limite, on vous soigne. Si vous êtes dans un pays où tout le monde fait grève et qu'il n'y a pas quelqu'un, ça ne dépend pas. Bon, le président, lui, prendra son avion pour aller se soigner en France. Mais je veux dire, cet environnement où tout le monde craint la justice, là, mais c'est un environnement de notre pays où, malheureusement ou heureusement, certains ont eu la chance de faire partie de ceux qui pouvaient régler le problème. Et je termine par Coluche, qui dit, vous savez, pourquoi les gens n'améliorent pas les écoles? Et les gens devraient améliorer les prisons. Parce que quand vous quittez l'école, c'est sûr que vous ne retournerez pas dans des bancs. Mais d'une prison, vous devez l'améliorer sans cesse parce que vous êtes candidat à la prison. Malheureusement, ceux qui sont au pouvoir de temps en temps oublient cette vérité élémentaire. Bon, ce qu'on reproche là, il faut bien faire simplement. D'accord. Alors, Évariste, très rapidement, sur cette question aujourd'hui qui semble un peu plus résolue, c'est-à-dire que l'extradition est résolue côté judiciaire, on va dire comme ça, parce que c'est la plus haute juridiction. Ses décisions ou ses avis sont susceptibles de choses, d'objections. Alors, d'appel possible. Maintenant, il reste la question du gouvernement. On est quitté maintenant sur le terrain, on a quitté le terrain judiciaire, on est maintenant sur le terrain purement politique et diplomatique. Pourquoi vous dites que sur le terrain judiciaire, c'est fini? C'est pas fini parce qu'il y a le Conseil d'État qui peut connaître. Et après, mais avant le Conseil d'État. C'est le décret. Une fois que le décret est signé. Le décret maintenant, il sera pris quand? Là, vous savez bien que l'intérêt étant le moteur exclusif des rapports entre États, il y a une autre donne, une autre dimension politique et d'intérêt qui va peser. Parce que forcément, parce qu'il a le droit, il peut signer comme il peut ne pas signer. Ce décret peut être pris comme il peut ne pas être pris. On peut traîner comme on veut. Bon, en fait, c'est vrai que juridiquement, quand on regarde la décision de la Cour de cassation, il n'y a pas grand-chose à dire. Il fallait peut-être s'y attendre parce que la Cour de cassation regarde la régularité ou les irrégularités qui ont entaché juridiquement l'arrêt. Or, sur ce point, pour que même on accepte le dossier en justice, on peut rejeter pour vice. Si ça a été accepté, ça veut dire forcément que, du point de vue de la régularité, il n'y avait pas grand-chose à dire là-dessus. Maintenant, c'est vrai que
il y a d'autres éléments, il y a d'autres. Moi, je trouve quand même très, très dommage, parce qu'au regard de la gravité des faits, et là, je reviens, moi, honnêtement, quand je regarde tout ce qui a été... C'est vrai, je dis, au regard de la gravité des faits, je trouve que c'est dommage que M. Compaoré ne puisse pas librement lui-même venir s'expliquer. Parce que le peuple burkinabé a droit à connaître, la famille de Faye-Norbert a droit à connaître. Mais quand on regarde le contexte, et là, c'est vrai que je rejoins Jeanne, ils ont été aux affaires pendant 27 ans, ils auraient dû travailler pour avoir une justice aussi crédible. Parce que quand vous êtes aux affaires, vous ne savez pas qu'un jour, vous pouvez passer de l'autre côté. Ça, c'est peut-être le dommage. Mais quand on regarde, quand même, tout a été mis en branle. On a l'impression que les choses ont été taillées parce qu'on visait quelqu'un. C'est ça qui gêne un peu. Et c'est vrai que Lengani a cité le cas de traitement du général Bassolé qui a eu une liberté. On lui a donné une liberté provisoire, mais il ne peut pas en jouir. Bon, vous savez, ça fait que quand même, je ne sais pas, il y a des questions quand même qui restent en suspens. Oui, Lengani? Un petit truc. Bon, dans le dossier de la Cour de cassation, je crois savoir que les avocats de M. Compaoré ont fait valoir une question priorité de constitutionnalité par rapport à une loi de la France qui n'a pas été transmise au Conseil constitutionnel. Mais le Conseil d'État peut lui transmettre cette question-là au Conseil constitutionnel qui va donc trancher cette question. Ça, c'est les questions, c'est les débats, c'est encore les débats. Et puis je voudrais aussi ajouter que, comme l'a dit Voukoumé, effectivement, François a été entendu plusieurs fois par la justice. Ce n'est pas qu'il refuse de répondre à sa justice, non. Je pense que dire ça, ce n'est pas dire la vérité des faits. Il a répondu plusieurs fois à la justice. Bon, maintenant, qu'il trouve que les conditions actuelles de la justice ne lui garantissent pas une sécurité pour pouvoir effectivement dire la vérité au peuple burkinabé, je pense que c'est à lui d'apprécier. Et sur ce point, chacun n'a qu'à s'occuper de ses On va propres parler affaires. maintenant du décret qui va être pris ou qui doit être pris par le gouvernement français. Alors, c'est ça la question aujourd'hui. Alors, jusque-là, on n'a pas de date pour dire que quand la décision du Conseil, de la Cour de cassation est donnée, le gouvernement a telle date pour prendre le décret. Donc, on est dans un flou. Et puis, il y a des questions aussi diplomatiques. Est-ce qu'aujourd'hui, la France le gouvernement français va donc prendre ce décret, selon vous? C'est ça la question. La question, Oui, André. Quand Macron est venu ici, les étudiants lui posaient la question, est-ce que ça nous ramenait notre colis? Il a dit, moi je ne me mêle pas de justice, les pouvoirs sont séparés. Mais apparemment, dans sa façon de répondre, c'est de dire, écoutez, si la justice me dit de vous l'envoyer, moi je vous envoie votre colis. Donc, c'est aussi simple que ça? Non, mais c'est lui le président de la République française. Et même si le décret doit être signé par le Premier ministre, le Premier ministre quand même exécute ce que le président lui a dit de faire. Macron l'a dit il y a 2 ans, aujourd'hui les choses sont non, pas pareilles. Mais sur le plan diplomatique... Non, lui il a dit que, et Évariste l'a rappelé, ce qui meut les États, ce sont les intérêts. Aujourd'hui, entre notre État, notre gouvernement et M. François, quel est celui qui présente mieux les intérêts de la France? Est-ce que c'est notre État actuel, notre gouvernement actuel, ou bien c'est M. François? La balance va pencher du côté de celui qui défend mieux les intérêts de la France au temps présent. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plutôt le Burkina, le gouvernement burkinabé, qui est à même de défendre mieux les intérêts de la France que M. François qui est en France. Donc le décret... moi, de mon point de vue, ça ne souffre d'aucun débat. C'est une affaire aujourd'hui, est-ce que c'est une affaire qui est arrimée au rapport de relations entre la France et le Burkina, sur le plan diplomatique, sur le plan politique? Ou est-ce que, disons, que ça va être un acte comme un acte administratif courant, parce que la Cour de cassation a pris une décision, il faut donc le gouvernement aussi jouer sa partition? Bon, moi, je ne veux pas occulter le fait qu'il y a des intérêts aussi qui sont en jeu, mais franchement, je me refuse à penser que la décision sera motivée vraiment par un calcul d'intérêt, qu'un calcul de boutiquier. C'est quand même, c'était quand même la crédibilité aussi, de l'exécutif français qui est là. La Cour de cassation a pris une décision. Si demain, le gouvernement français prend un décret pour dire qu'ils ne vont pas extrader François Compaoré, il faudrait qu'ils expliquent ça à l'opinion française, aux organisations de défense des droits de l'homme. Pourquoi ils vont contre une décision de justice? Et je peux vous dire que je n'aimerais pas être à la place ni du Premier ministre, ni du ministre de la Justice, ni du Président dans cette circonstance-là, parce qu'ils vont être acculés par l'opinion.
qui existe, qui est un contre-pouvoir assez sérieux. Et aussi, c'est une question d'image. Voilà un pays qui se présente comme le pays des droits de l'homme. La patrie des droits de l'homme. Et qui, éventuellement, pourrait prendre une décision pour tordre le cou à la justice. Moi, je n'y crois pas du tout. Ça prendra le temps que ça prendra. Je ne connais pas la procédure. Mais moi, je suis convaincu qu'au final, ce décret sera signé. Quitte à ce que les avocats de François Compaoré l'attaquent devant le Conseil d'État, comme il dit. Et puis même le Conseil, enfin, je ne sais pas, je ne connais pas très bien les arcanes, mais les intérêts politiques, je pense que seront secondaires par rapport à l'intérêt de la justice dans cette affaire. C'est une question de crédibilité nationale et internationale aussi. D'accord. Alors, parlons d'opinion aussi. En France aussi, il n'y a pas que d'opinion pour dire à l'État français. Il y a des raisons. Il y a la question aussi de la raison d'État. On a vu les Français souvent prendre des positions qui sont des positions contraires aux droits de l'homme. Là aussi, on l'a vu quand les intérêts sont en jeu. Ah, bon, écoutez, on revient au débat. Est-ce qu'on va faire un calcul pour la balance, ce qui nous arrange, ce qui ne nous arrange pas. Donc on regarde, finalement, tiens, ça ne nous arrange pas. Non, bon, donc... Évariste. Moi, je pense que la bataille va se jouer ailleurs. Forcément, le décret va être signé parce que le fait de le signer ne dit pas automatiquement qu'on va transférer M. François Compaoré illico presto. Parce que, comme on le dit, ils vont formuler des recours. Et même une fois qu'on a épuisé en droit interne français les procédures, il y a la Cour européenne qui est là. Et ça peut, c'est des années et des années. Donc, il n'y a aucun enjeu pour ça. Et d'autant plus que ça peut aussi réchauffer les relations entre Ouagadougou et puis Paris. Maintenant, c'est comme je dis, mais maintenant on peut traîner puisqu'il n'y a pas une injonction de délai. Ils peuvent prendre ça quand ils veulent. Ça, c'est ça aussi. Hein. On peut... Oui, mais justement, oui, Lengani, pendant qu'on y sommes, alors, on sait aussi que là, au Burkina Faso, il y a des organisations qui demandent, comme en France aussi, il y aura des organisations. Est-ce que là, comment est-ce que le gouvernement français va se sentir? Est-ce qu'il ne va pas, par exemple, prendre le décret et puis pour avoir la paix? Moi, je crois que c'est ce qui va se passer, hein, parce que Macron l'a dit ici, contrairement à ce que Eugène a dit, Macron n'a pas dit que si la justice décide, il a dit non. Il a dit qu'il va envoyer. Il n'a pas dit si la justice décide. Il a dit qu'il va envoyer. Donc il a répondu favorablement. Ça veut dire que c'est une position qui a même heurté même la justice française. C'est même la première fois, semble-t-il, depuis au moins une centaine d'années. C'est la forme. Hein, oui, que chose, un chef, un responsable de l'exécutif s'initie autant dans un dossier judiciaire. D'accord. Bon, cela dit, moi je crois que le décret va être pris. Il faut qu'il soit pris rapidement. Parce que comme l'a dit Évariste, c'est pas sur nous que ça se joue. Ça se joue sur le plan du droit. Or, le décret est politique. C'est pour accompagner une décision de justice. Et il m'étonnerait que le gouvernement français veut se comporter comme le gouvernement de Burkina Faso. C'est-à-dire irrespectueux des décisions de justice. Ici, la justice décide, l'État fait autre chose. Le gouvernement peut faire autre chose. En France, Macron n'est pas... C'est-à-dire... Fou. Vraiment, je prends le mot, n'est pas fou pour aller contre une décision de justice. Il ne le peut même pas. Il ne peut même pas s'amuser. Donc le décret sera pris. Quand est-ce? Bon, je crois que le plus tôt serait le mieux, parce que la procédure, effectivement, le Conseil d'État, ensuite, bon. La Cour européenne des droits de l'homme. Alors on va évoluer, André Génie. On aura le temps de revenir par rapport aux questions qui vont être posées par les téléspectateurs. Alors, le second sujet, c'est cette autre affaire. Donc, parce que quand on parle d'or, on parle d'argent, ça fait couler beaucoup d'encre, ça crée beaucoup de débats. Alors, la question de l'affaire, cette affaire de charbon fin qui a été exportée donc, par la société Essakan SA, exportée bien entendu avec sous autorisation du ministère en charge donc, des mines. Alors, mais ça crée des problèmes. On estime aujourd'hui que Essakan a fait de la fraude, a fait la complicité du gouvernement ou du ministère. Alors le ministre est sorti, il a donné des détails. Désormais, on est en train d'aller vers une piste d'une expertise indépendante pour tirer tout cela au clair. Évariste, pensez-vous? Non, vous savez, a priori, moi quand j'ai suivi un peu les révélations dans la presse, bon, j'ai souri et puis j'ai continué. Je n'ai même pas cherché à regarder. Mais par la suite, je voyais que quand même la polémique enflait. Bon, j'ai essayé de savoir de quoi il en retournait. Et finalement... c'est vrai, on regarde. D'abord, on se rend compte qu'en 2015 et en 2016, je pense, il y a eu les mêmes opérations selon les mêmes procédures. Les procédures n'ont pas changé et que personne n'a rien trouvé à redire. Cette fois-ci, ça a coincé parce que certainement, c'est sur interpellation
Il y a eu une source certainement, il y a eu une fuite. Et c'est à la base donc, de cette fuite que le procureur a mis le pied dessus. Mais souvent, on dit qu'il y a 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le Mais propriétaire. peut-être que cette fois-ci, c'est le jour du 2015, voleur. 2016, on n'a pas vu peut-être le peut-être, problème. mais peut-être que ça, maintenant, c'est le 1 jour pour le voleur. Le propriétaire se fait... Bon, revendique ses droits. Mais quand au-delà vraiment de la polémique actuelle qui enfle, quand on regarde un peu les faits, bon, jusqu'à présent, parce que je pense que même l'enquête diligentée par le procureur a révélé que la régularité du point de vue de la gestion administrative du dossier, il n'y a rien à dire dessus. C'était normal. Maintenant qu'on vient de dire que entre ce qui est écrit sur le papier ne correspond pas à la réalité, ça, on ouvre maintenant le débat. Et par rapport à ce débat, des experts ont été commis. Et justement, je pense que la polémique maintenant, comme ils ont expliqué, porte sur les résultats que, bon, franchement, puisque les résultats n'ont pas encore été rendus publics, mais c'est aussi comptable parce que la société aussi peut contre-expertiser, peut demander aussi une contre-expertise. Donc on va rentrer certainement, à coup sûr, dans un débat très technique et très technique. Voilà, mais la question qui se pose aussi, hein, c'est qu'on ne comprend pas comment au Burkina Faso, on arrive à autoriser l'exportation de charbon. Non, ça c'est simple. Sans même tenir compte de... Ça c'est une contradiction flagrante par rapport à la stratégie même du gouvernement qui dit qu'il faut, à travers le secteur minier, créer des emplois pérennes, qu'il faut donc créer de la valeur ajoutée. Alors que la valeur ajoutée, justement, si vous êtes amené à exporter la matière brute pour aller être extrait ailleurs, ça veut dire que vous n'avez pas la technologie sur place pour le faire. Donc c'est déjà un discours creux que le gouvernement nous sert. Si le gouvernement avait vraiment à cœur les intérêts, ils allaient créer des structures, des infrastructures pour pouvoir traiter. Mais là, ça veut dire, en fait, ça montre l'ampleur vraiment de ce que nous manquons dans l'exploitation minière, c'est ça. Alors, Vokouma, je prends quand même quelques chiffres. La question ici, c'est qu'il y a eu 640 échantillons qui ont été analysés par ESACAN qui donnaient 304,273 kg d'or, 135,891 kg d'argent. Un montant de 107 milliards, 128 millions et quelques. Et les royalties que le gouvernement devait peut-être recevoir, c'était 285 144 812 francs. Alors, c'est cette cargaison-là qui a été saisie par la BENAF, mais qui a conclu par la suite qu'il y a une absence de fraude à la commercialisation de l'or et des substances précieuses. Et suite à quoi le procureur a encore commis 2 consultants, dont le rapport maintenant est tombé dans la presse et au niveau de l'ASE, et au niveau du RENLAC. Oui, le second rapport est entre les mains du procureur général. Je ne l'ai pas encore rendu public. Donc, c'est ce rapport-là qui apparemment met en doute justement le rapport administratif qui a été commandité la première fois. Dans cette affaire, bon, on revient encore à la justice dont on a parlé tout à l'heure, puisque le dossier entre la main de la justice, c'est à la justice de faire la lumière sur ce qui s'est passé. À l'évidence, il y a de l'or et de l'argent dans le charbon fin. Et SACAN même l'a reconnu, le président le DG du SACAN, Mohamed Oriban, l'a reconnu. Ils ont organisé une opération de communication pour expliquer un peu comment ça se passe. Donc lui, il me reconnaît. Il reconnaît que ça représente à peu près 1 à 1,5% du volume total de l'or produit, c'est-à-dire ce qui est dans le charbon fin. Donc il y a de l'or. Bon, moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'à Ouaga, ici, le convoi a obtenu toutes les autorisations, y compris l'autorisation de la douane. C'est à Ouaga, à Bobo plutôt, que le convoi a été arrêté, sous dénonciation, sur ordre du procureur, que la douane a arrêté le procureur. Qu'est-ce qui s'est passé à Ouaga pour que ESACAN ait tous les papiers, et qu'à Bobo, entre Ouaga et Bobo, il s'est passé beaucoup de choses et qu'on arrête le train, on débarque les cargaisons et qu'on estime qu'il y a un problème. Bon, je pense qu'à ce niveau déjà, il faudrait que l'opinion ait une information assez claire, assez crédible sur ce qui s'est passé. Maintenant, j'ai écouté effectivement le ministre des Mines. D'ailleurs, les chiffres que vous donnez ne sont pas les mêmes que ce que lui donne. D'après ses estimations, l'État devrait engranger quelque chose comme 105 millions. En termes de royalties. Donc, c'est très loin du montant que vous donnez. C'est le chiffre exact. Voilà. Et en plus, quand on écoute ce que le RENLAC dit, le RENLAC même parle de 335 milliards que cette éventuelle fraude
pourrait causer à l'État. Donc, c'est une avalanche de chiffres comme ça, on ne s'en sort pas. Il faut que la justice fasse son travail. Et là encore, on revient encore sur la crédibilité, sur le sérieux, sur la pertinence et l'image que notre justice donne aux contribuables et aux citoyens. Est-ce que sur cette affaire, comme sur d'autres, on saura ce qui s'est passé? Le ministre a dit, si Essa Kane a fraudé, la procédure administrative semble avoir suivi son cours, mais si ce qui a été déclaré ne correspond pas exactement au contenu du colis, c'est qu'il y a fraude. Si effectivement il y a fraude, une fausse déclaration. Si effectivement il y a fraude, il faut que la société paye. La loi l'a prévu avec des montants assez dissuasifs. Oui, mais Vokouma, ici, on est qu'est-ce que... Alors, le rapport qui a été fait par le chimiste et le douanier, commis par donc, le procureur, le ministre semble ne pas être au courant de ce rapport. Alors que ce rapport qui est contradictoire quand même et qui révèle qu'il y a quand même des choses... C'est ce qui m'a surpris, justement, que lui n'ait pas eu ce rapport. Bon, c'est quand même assez curieux, parce que ça, effectivement, ça remet en cause ce qu'il a développé comme argument. Qu'est-ce qui se passe dans cette affaire? Il faut que le gouvernement soit assez clair et précis sur cette affaire-là. D'accord. S'il y a des brebis galeuses qui ont barboté dans cette affaire-là, il faut qu'ils payent. D'accord. Alors, il faut juste une précision sur le rapport dont personne ici n'a connaissance, mais qui alimente la polémique. Sauf que les compétences qui ont été requises, c'est un chimiste et un douanier. Or, vous savez très bien que en la matière, il fallait forcément un métallurgiste. C'est très important. Et or, vous savez qu'au BIMIGEP, on a des métallurgistes. Donc, le premier rapport qui a été validé par le BIMIGEP, bon, de toute façon, le ministre a dit qu'il n'a pas pris connaissance de ce rapport, mais je pense que dans les jours à venir... C'est pas étonnant que le ministre qui vienne pour parler, pour faire la lumière sur une polémique, ne tiennent pas compte d'un tel rapport. Oui, mais vous savez, c'est là que je vous ai donné la nuance, parce que parmi les experts, il aurait fallu un métallurgiste. Donc, je ne sais pas, on ne remet pas en cause les compétences de la douane ou d'un chimiste pour pouvoir évaluer la teneur en or dans des minéraux. Donc, de toute façon, c'est leur domaine. C'est ça que je vous dis que la justice, parce que la justice dans cette affaire, tout le monde voit la justice, mais la justice n'étant pas experte, parce qu'elle va recueillir l'avis des personnes autorisées pour pouvoir se décider. Donc, ça va être un débat entre experts. Alors, André Janilouro, c'est une fois de plus une situation qui remet en situation. Donc, comment est-ce que nos compétences nationales pour pouvoir protéger notre patrimoine, par exemple, parce qu'on utilise du charbon pour simplement essayer, comment on appelle ça, de recueillir plus d'or, et maintenant il faut aller traiter ailleurs. Est-ce que ce n'est pas cette technologie qu'il nous faut plutôt avoir au Burkina, et que le gouvernement aussi devrait avoir un protocole assez sérieux dans la mesure où son autorisation permet peut-être cette évasion? Bon, en fait, cette affaire-là, elle est tellement visqueuse qu'on n'arrive pas à saisir les contours. Mais je dirais, c'est bien que ce soit l'or. Mais vous savez, il y a plusieurs ors au Burkina, notamment l'or blanc. Allez écouter les producteurs de coton. Ils vous disent, quand nous, on récolte notre coton, nous-mêmes, on le classe. Quand vous le classez en premier, on vient vous dire que c'est le deuxième ou c'est le troisième choix et on l'achète à vil prix. Je veux dire, ce qui se passe avec l'or, c'est peut-être ce qui se passe avec d'autres matières. Maintenant, peut-être que ce qui, aujourd'hui, c'est revenu à la surface... Ce qui se passe, c'est la faute de qui? Non, de ceux qui produisent ou de l'État? Bon, je veux dire, tant que les deux parties ne parleront pas clairement et chacun donne ses arguments à la face de chacun, et que c'est contradictoire, et que celui qui écoute d'une manière neutre puisse tirer ses propres conclusions, vous avez ce que le gouvernement vous dit, ce qu'il sait, vous avez ce que le rapport du procureur dit, dont on n'a pas connaissance. Par principe, moi, je me garde toujours de prendre position sur une affaire où je n'ai pas les deux tenants. Parce que tu te prononces sur quoi? Mais ce que je veux dire, la comparaison que je voulais faire avec le coton, c'est que nous, on a intérêt, tout le monde, et les uns et les autres ont dit, à ce que nous mettions nos compétences en place. Parce que ce qu'il faut, il faut que les intérêts du Burkina soient sauvegardés à tous les niveaux. Il ne faudrait pas que nous nous donnions l'impression qu'aujourd'hui, c'est la justice qui défend mieux les intérêts du Burkina que le gouvernement. Parce que le rapport que l'on a,
Et si on faisait une expertise où l'on sortait, c'est clair pour tout le monde, pour dire qu'il n'y a pas de fraude, mais tout le monde est tranquille. Or, aujourd'hui, la polémique s'enfle parce qu'on a l'impression que le gouvernement défend moins les intérêts du Burkina dans cette cause d'ordre-là. C'est ça qui amène la polémique. Alors, Lengani, de tout ce qui se dégage, quand on écoute un peu ceux qui débattent, qui sont à cheval sur ce problème-là, il y a le sentiment que Issa Khan a tout simplement fabriqué une méthodologie, une méthode, une façon de fourrer l'or dans du charbon et puis de l'amener ailleurs. C'est ce qui ressort un peu. Moi, je crois qu'effectivement, c'est le sentiment qu'on a, et c'est un sentiment tout à fait justifié de mon point de vue. Et je pense que même si Issa Khan le ferait, c'est de son droit le plus absolu. Puisque l'État permet à ce qu'il soit volé, il va être volé. Ça, c'est la moindre des choses. Toutes les sociétés sont là pour faire du bénéfice. Et si vous avez des voies qu'on vous permet plus ou moins légales de vous remplir la poche, mais les gens vont l'utiliser. Donc, Issa Khan est dans son droit. Maintenant, il appartient à l'État, effectivement, de défendre les intérêts de Burkina Faso. Et sur ce plan, moi, je crois que dans cette affaire, il y a d'abord, comme vous-même l'affaire ressortie, il y a une nécessité d'une enquête administrative. Comment les gens ont eu tous les papiers à Ouagadougou, et c'est à Bobo qui a problème. Il faut une enquête administrative pour déterminer les responsabilités des uns et des autres. Qui a fait quoi et pourquoi. Je pense que ça, c'est un point qu'il ne faut pas négliger. Ensuite, peut-être qu'en faisant cette enquête-là, on va découvrir que ce n'est pas la première fois que Issa Khan s'amuse à ce jeu-là. On va voir que plusieurs fois ça a été le cas. La question des documents administratifs qu'on donne, ça c'est comme ça. L'administration, Issa Khan dit, il y a eu un échange de courrier, Issa Khan dit, je veux exporter tel nombre telle quantité pour aller faire ça. Voici les caractéristiques. Donc l'État, c'est là la question, comment l'État peut arriver donc à savoir que ce qui est déclaré comme caractéristique est vrai. C'est ça le problème. Parce mais attendez, moi je voulais dire quelque chose simplement. Oui. Sur la question de la douane, et puis c'est arrivé à Bobo, on a arrêté là. Vous avez essayé déjà de douaner quelque chose à la douane. Le circuit est tellement long que vous pouvez même sortir de votre marchandise et arriver à votre magasin et la douane débarque encore. Bien que vous ayez passé tout un circuit de la douane qui vous a mis des tampons en pagaille là, la douane vient encore dans votre magasin pour contrôler si ce que vous avez dédouané là est de fait. Donc je crois que le fait qu'on arrête la cargaison à Bobo pour contrôler, etc., ça ne sort pas de l'extraordinaire. Ça ne sort pas de l'extraordinaire. Oui, d'accord. Très rapidement. J'espère que l'enquête va prouver qu'effectivement, que c'est tout à fait normal ce qui s'est passé et qu'on puisse quitter avec une valeur à Ouagadougou et qu'à Bobo Dioulasso, la valeur change. Bon, si l'enquête prouve que c'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème. Mais je crois qu'aussi, il y a un autre aspect, c'est même sur le plan de la stratégie de développement minier du Burkina Faso. Bon, après tant d'années où on produit de l'or, où le pays est devenu un pays minier reconnu, 5e producteur d'or d'Afrique, je pense, et quand même, je pense qu'on aurait dû mettre un plan, il serait bon de mettre en place un plan d'équipement qui va permettre de traiter l'eau jusqu'à un certain niveau, qu'on ne soit pas obligé, comme l'a dit Évariste, d'exporter comme ça, et puis il n'y a pas de valeur ajoutée, il n'y a pas de plus-value au plan national. Je pense, depuis le temps qu'on est dans l'or, on peut quand même, et je pense que cette affaire-là, pour un mal pouvant engendrer un bien, ça doit pouvoir nous amener à demander à Issa Khan, qu'il investisse pour faire en sorte qu'on puisse traiter tous les minéraux ici. Très rapidement, il faut préciser que quand Issa Khan a formulé la demande d'exporter, il y a eu toute une procédure. Hein, et dans la procédure, vous avez des examens, des analyses avec le BUMIGEP qui est intégré pour défendre les intérêts de l'État. Tout ce travail a été fait. Et c'est eux qui ont permis donc d'évaluer les droits. Maintenant, nous sommes dans une situation où on conteste en fait. C'est ça. Là, comme je dis, ça c'est un débat d'experts. D'accord. Vous comment quelque chose? C'est depuis 2000, dans la conférence de presse de Renlac, ils disent que c'est depuis 2015 que ce procédé existe. Et le DG de Issa Khan même le confirme. Et il dit que maintenant les choses commencent à changer parce que leurs machines étaient tombées en panne, ils avaient des problèmes techniques. Donc il y a eu une accumulation de résidus et de charbon. Donc la quantité était telle que même si la machine repartait en fonctionnement, c'était impossible de rattraper le retard, d'où la nécessité d'évacuer le charbon fait au Canada pour expertise. Comme par enchantement ou par hasard, ou en tout cas, ce qu'il a dit, que l'usine fonctionne normalement. Donc, au moins, la cargaison qui est bloquée à Bobo, là, au moins, on va
pouvoir... On va pouvoir expliquer, voilà, ramener ça pour que l'usine puisse traiter ça sur place et extraire le l'or qui est dedans. Merci. Le ministre a annoncé qu'il y aura une expertise indépendante. Comme Évariste aussi le disait, d'expertise en expertise, on peut aller plus loin que ça et plus jamais, on ne peut même pas trouver vraiment avoir de la lumière plus tard. Donc, peut-être qu'il faut travailler à avoir les moyens de faire les choses sur place. Et puis bon, voilà. On va donc terminer au plan national avec un dernier débat sur la candidature au niveau du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Ces derniers temps-là fait l'objet de débats internes sur qui va être candidat en 2020 pour le parti. Donc on a deux noms phares, Kadri Désiré Ouédraogo et Edi Komboyo, président donc, du parti. Alors, qu'est-ce qui se passe au CDP? C'était mis sur l'implosion bientôt du parti. Est-ce que c'est vraiment c'est ce à quoi il faut craindre pour le CDP? Bon, d'implosion, moi je ne sais pas. Bon, en fait, le processus devrait être normal. Ça veut dire que normalement, tous les candidats potentiels devraient se déclarer et on aurait fait un tamis et on serait avec un seul candidat pour gagner. Dans cette affaire où ça continue à jaser, c'est que apparemment le président du parti, qui est M. Edi, est candidat au nom du parti. Il n'est pas candidat. Il n'a pas annoncé. Il n'a pas annoncé, mais apparemment il fait tout pour être candidat. Bon, d'accord. Oui. Et il y a d'autres aussi qui se présentent candidats, hein, mais qui disent que... Bon, j'imagine qu'il va y avoir peut-être des primaires au CDP où ceux qui veulent être candidats vont se présenter. Ce qui se passe avec M. Kadri Désiré Ouédraogo, c'est que quand vous écoutez ces lieutenants parler, tout dernièrement, il y a un député de sa province qui est sorti et qui a dit clairement, sans ou avec le CDP... Rasmane Saouadogo. Daniel Saouadogo, d'accord. Qui a d'ailleurs démissionné du CDP. Non, il a démissionné des instances, mais du BR, le Bureau exécutif national du BR. Oui, d'accord. Et il dit, avec ou sans le CDP, M. Kadri serait candidat. Ça veut dire que, j'imagine encore que s'il allait avoir des primaires au CDP, M. Kadri va se présenter pour dire, moi je vais être candidat du CDP. Et apparemment, tout le monde sait le sort qui va lui être réservé. C'est lequel sort? Ben écoutez... Parce que tout le monde ne peut pas savoir. Non, j'imagine que bon, toute la mécanique qui a été mise en place, peut-être qu'on ne va pas lui accorder les voix au CDP. Et il va sortir, et comme on a dit, avec ou sans, je suis... Donc il va aller être candidat simplement à titre indépendant. Et comme notre loi autorise les personnes à être candidats d'une manière indépendante pour la présidentielle, ce qui est un non-sens d'ailleurs, mais on a corrigé parce qu'on ne pouvait même pas être candidat indépendant pour être député ou bien pour être conseiller municipal, mais il va être candidat simplement. Alors, ce qui va lui manquer, je termine, c'est la machine du CDP pour broyer les uns et les autres. Alors, Lengani, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Alors, il dit président du parti, c'est clair, donc, mais Kadri Désiré Ouédraogo, de ses sorties, on n'a jamais vu nulle part où il parle des candidats du CDP, mais le débat revient toujours et l'implique dans la question du CDP. Qu'est-ce qui se passe au juste? Est-ce qu'il est vraiment partant pour un candidat avec sa propre machine politique ou vraiment est-ce que il sera aussi comme candidat à la candidature au CDP? Bon, je n'ai pas encore tapé le sable pour voir ce qu'il va décider. Bon, mais ce que je sais, et en observant le jeu politique et en écoutant les uns et les autres, bon, c'est qu'on est dans une situation où effectivement il y a un président du parti qui veut être candidat, donc qui travaille dans ce sens-là, ce qui est de mon point de vue tout à fait normal. Et il y a d'autres cadres du parti qui aussi ont les mêmes ambitions que le président du parti, qui veulent, et aussi, qui se préparent aussi pour être candidats. Mais le seul problème que moi je vois au niveau du CDP, c'est le refus de la démocratie, c'est-à-dire que de permettre à tout le monde, fort heureusement leur fondateur a attiré l'attention sur ce fait-là, qu'il faut ouvrir les candidatures, il faut permettre à tous ceux qui veulent être candidats d'être candidats. Et maintenant, il appartient au parti de dresser des critères sur la base desquels il va retenir les uns et les autres. Je pense que c'est aussi simple que ça, mais comme nous sommes au Burkina Faso, il y a beaucoup plus de rumeurs
les gens font beaucoup plus de spéculations qui ne se basent sur les faits, ça crée des problèmes. On voit par exemple des gens qui disent que pourquoi est-ce que le président du parti est par exemple un candidat naturel, tout à fait naturel, et que il n'y a pas de raison que celui qui va contre les intérêts du président, personnel du président est contre le parti, etc. Moi, je pense que c'est des données tout à fait erronées. Nous sommes en démocratie, il faut permettre aux uns aux autres de se prononcer. Maintenant, sur les critères qui vont être mis en œuvre, on peut discuter là-dessus. Est-ce que le fait d'être candidat, le fait d'être militant actif est un critère valable? Est-ce que, ça c'est des questions. Avant d'en arriver là, est-ce que le principe même déjà qu'on aille à des primaires, qu'on mette un processus de sélection des présidentielles, est-ce que ce principe même, à l'image ou au regard de tout ce qui se dit, est-ce que c'est vraiment ce principe-là qui sera arrêté au CDP? Beaucoup moins. Bon, moi je n'en sais rien, mais même si ce processus a lieu, de toute façon, Kadri Désiré ne peut pas être candidat à la candidature du CDP, puisqu'il a déjà annoncé qu'il est candidat à l'élection présidentielle, et comme l'a rappelé Eugène tout à l'heure, un de ses bras droits, M. Sawatou, le député de Salmatenga, a dit qu'il sera candidat sans le CDP ou pas, avec ou sans le CDP. Donc, même s'il a une primaire au CDP, ça ne le concerne pas. Pour moi, non, parce qu'il n'est pas dans la logique du CDP. Et il a inscrit sa candidature hors du CDP. C'est comme ça que je vois les choses. Parce que si les téléspectateurs puissent comprendre très bien, est-ce que si, par exemple, n'importe qui au CDP disait « moi, je suis candidat en 2020 », est-ce que ça l'excluait d'office à la candidature au CDP? Non, Kadri Désiré n'a pas dit « je suis candidat à la candidature ». Oui. Il a dit « je suis candidat ». Je reprécise ma question. Quelqu'un dit au CDP, un cadre du CDP dit « je suis candidat, j'ai des ambitions, je suis candidat en 2020 ». Maintenant, qu'il veuille chercher donc la candidature au CDP lors des primaires, est-ce qu'il y a quelque chose qui exclut cette personne? C'est la question. Non, a priori non. Mais déjà, est-ce que M. Kadri Désiré est un militant du CDP? La question a été posée depuis longtemps. Moi, je n'en sais rien. Je posais des questions, on me dit il ne participe pas aux instances, il ne participe pas aux réunions, on ne le voit nulle part. Ce n'est pas un militant. Voilà, j'ai fini. Il ne participe pas aux réunions. Donc, au CDP, voilà, c'est une personnalité qui a été Premier ministre, mais ce n'est pas un militant du CDP. C'est quand même important. Avant que tu continues, il y a quelque chose qui est quand même flou. Je tiens à le faire pour que les spectateurs suivent. Quand on dit que quelqu'un n'est pas militant d'un parti, et on en a contre lui de ne pas participer aux instances, c'est qu'il quelque part il doit être militant. Alors s'il est militant, pourquoi on ne l'exclut pas? Pourquoi on ne prend pas des sanctions? Parce qu'il ne vient pas aux instances, etc. Ça, c'est une décision qui appartient aux instances du parti. Écoutez, dans le passé, nous aussi, on a milité. On sait quel est le titre de militant. Comment on devient militant d'un parti politique. Il y a des critères bien précis. Bon, si lui ne remplit pas ces critères-là, il ne peut pas être un militant du CDP. Mais dans cette question-là, je reviens pour dire des choses de façon, on en a déjà même parlé ici. M. Kadri Désiré s'est mis en dehors du CDP pour aller à la présidentielle de 2020. S'il y a une primaire aujourd'hui, c'est ce qui va être apparemment enclenché à l'issue du congrès extraordinaire le 16 juin prochain. Voilà. Le parti n'avait même pas encore engagé les procédures, que lui, il a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle. Donc, il n'est pas dans cette perspective. Donc, si la candidature, le processus est lancé, eh bien, des gens vont présenter leur candidature et éventuellement, il y aura, comme disait Eugène, une primaire. Mais une primaire entre les militants du CDP qui auront respecté les critères et les statuts du parti. Je pense que c'est aussi simple que ça. Évariste Konsebo. Oui, on est d'accord. Hein. Tous ces débats, tous ces problèmes-là tournent autour en fait, du choix du futur candidat du CDP donc, aux élections de 2020. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des préalables. Moi, je veux bien, on parle de primaire, mais là, je dis qu'il y a des préalables parce qu'il faut d'abord que des gens définissent les critères, les profils et autres. Or, en fait, là où ça coince, c'est quoi? C'est au niveau, parce que souvenez-vous qu'il y a eu un congrès qui devait toiletter, je pense, les textes du parti. Et notamment, par toilettage, on voyait donc au niveau donc, les membres du BPN qui ont été donc augmentés considérablement, qui sont passés de 400 à 600 et à 1000. Or, c'est eux là qui décident, c'est eux qui tiennent le pouvoir. Donc, il faudra d'abord qu'on arrive à clarifier cette situation avant de
parler de primaire. L'enjeu du congrès Voilà. extraordinaire. Alors, mais justement, la question, c'est ça. Est-ce Voilà. que ce congrès-là qui s'annonce comme un congrès vraiment de tous les dangers, dangers. de tous les dangers, est-ce que réellement le CDP va sortir sain et sauf de ce congrès? Non, moi je voulais dire quelque chose par rapport à la candidature. Moi je pense que jusqu'à présent, moi je trouvais que ce que M. Kadri Désiré faisait était dans l'ordre normal des choses. Ça veut dire même un militant de base a le droit de dire moi je veux diriger le pays en tant que militant de base. C'est un droit politique. Tout à fait. Donc jusque-là, moi je trouvais qu'il faisait son pro-dada pour que les gens disent ben, pourquoi pas. Là où c'est gâté, c'est quand le député est sorti pour dire avec vous ou sans vous, j'y vais. En ce moment-là, je crois que normalement, si tu as la logique du parti, tu ne peux pas venir dire que vous me soutenez, que vous ne me soutenez pas, moi j'y vais. Et c'est là que je pense que c'est là que son lieutenant a gâté les affaires. Sinon, ce qu'il faisait, moi je trouve. Oui, mais même là, est-ce que le CDP, au CDP, il est dit par exemple que quand on échoue à la primaire, on ne peut pas être candidat ailleurs sous la bannière. En principe, dans un parti bien organisé où il y a des règles et il y a une discipline des partis, et c'est ça aussi la démocratie. C'est que le lieutenant dit en quoi ça engage donc le cadre. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Parce qu'en démocratie, ce n'est pas ceux qui gouvernent là ont raison. C'est une affaire de majorité. D'accord. Dans un parti politique, vous pouvez être le meilleur. Mais si la majorité ne s'aligne pas derrière vous, vous devez ranger votre frein. C'est ça la politique. Alors mais maintenant, la question de l'imputation, est-ce que c'est que le lieutenant supposé dit, est-ce que cela est une responsabilité, la responsabilité du candidat en question, si c'était le cas? Oui, très rapidement, on va terminer sur ce sujet. Oui, moi, est-ce que ça engage le candidat, je n'en sais rien. Mais ce que je voudrais faire observer, c'est qu'en matière de militantisme, bon, on a demandé tantôt, il ne va pas aux réunions, il ne va pas assister aux... Mais malheureusement, les deux candidats aujourd'hui là ont vécu le même cas. Idou Kombego, il y a eu un moment, 1 an et demi, où il ne passait pas aux réunions, etc. Donc, en fait, aujourd'hui, on ne peut pas... Mais après, il y a eu un congrès qui a justement, remis tout ça en voilà, place. et justement, le congrès a remis... Le parti, après le coup d'État manqué de septembre, était parti presque en lambeau, avant que le directoire ne se remette en place pour organiser le parti, après le congrès. Non, à ma connaissance, le CDP a toujours existé. Après, avec ses députés qui sont là, avec ses maires, avec ses conseillers, etc. Et effectivement, au niveau des structures du parti, il y avait quelques députés à faire fonctionner des choses, mais ça fonctionnait quand même. D'accord. Dernière question. La question qui revient aussi au CDP, c'est l'implication de Blaise Compaoré pour choisir le candidat. Est-ce que Blaise Compaoré... quelle peut être sa posture aujourd'hui? Est-ce que c'est Blaise Compaoré qui doit choisir le candidat? Est-ce que le candidat, c'est peut-être s'il y a la bagarre, Blaise Compaoré va venir pour arbitrer? Alors, quelle peut être la posture Liengani pour commencer? Très rapidement, 30 secondes. Je pense que les textes disent que Blaise Compaoré son avis doit être acquis, ou en tout cas, il doit décider sur des grandes questions qui concernent la vie du parti. Bon, est-ce que là, les procédures qui vont être arrêtées, c'est ça qui va être mis en avant, ou est-ce qu'on va dire que c'est les structures, le bureau politique national ou le conseil national ou le bureau gestion national qui va décider? Je n'en sais strictement rien. Sauf qu'il est certain que chacune des partis, chacun des militants du CDP va regarder est-ce qu'on respecte les décisions du Congrès qui donnent des prérogatives précises à chacun. Oui, mais d'accord, mais avec tout ça, pourquoi maintenant on parle donc de Blaise Compaoré chaque fois? On a même entendu parler dire qu'il y a eu une lettre qui est arrivée. Chaque fois on regarde du côté d'Abidjan. Concrètement. Oui, mais c'est tout parce qu'au CDP, on ne parle pas le même langage. Vraiment, Et moi, ce qui m'étonne dans ce parti, c'est effectivement cette question de candidature. Je ne vois pas comment une question de candidature va diviser un parti qui est bâti sur des idéaux. D'accord. On doit se battre sur les idéaux, pas sur les questions de candidature. C'est très secondaire. Ben, écoutez, M. Blaise Compaoré est quand même le président d'honneur du parti à vie. Je crois que c'est le titre qu'il a. Je crois, oui, le père fondateur, je crois une personne de sa trempe, devrait avoir au moins un avis à donner sur la candidature de son parti. Parce que s'il a le parti, tout parti est créé pour conquérir et gérer le pouvoir. Et j'imagine que s'il est toujours au CDP, je pense que même il milite pour que le CDP ait le pouvoir et puisse le gérer. Avec toutes les fonctions qu'il a occupées, j'imagine qu'il connaît bien ses cadres et il sait qui est à même d'être candidat et de gagner et de gérer le pays. Donc je pense que son avis devrait être requis. Sur le sujet, je crois que les choses sont claires. Hein. Moi, j'étais à la cérémonie de clôture du congrès du CDP. Les résolutions ont été lues par Bernard Nabari, qui était le président du
de la commission électorale indépendante, interne qui a organisé les élections. Quand il a lu, c'était clair. Le parti décide, choisit son candidat et Blaise Compaoré valide. Ça a été clair, c'est net dessus. Donc j'ai encore les paroles de Bernard Nabaré dans... Non, ça veut dire que Blaise Compaoré... Non, ça veut dire que Blaise Compaoré... Il a un pouvoir aussi d'objection. Oui, il peut objecter, mais je ne pense pas que ça lui viendra à l'idée de vouloir imposer un candidat que le parti n'a pas choisi. S'il n'a pas pu le faire, à supposer qu'il ait eu l'intention, pendant le congrès, ce n'est pas maintenant qu'il va le faire. D'accord. Et Évariste, pour terminer. Non, pour terminer, moi, déjà, le rôle qu'il peut jouer, je pense que ce rôle-là doit lui être conféré à travers les textes du parti, c'est un. Je pense aussi que s'il y a un rôle qu'il doit bien jouer, c'est... Parce qu'en fait, en réalité, quel pouvoir il a, en fait? Moi, je pense que son pouvoir est peut-être sa caution morale. C'est peut-être moral. Il n'a plus de pouvoir sur les... Sinon, sur le terrain, vous savez, quand vous n'êtes pas... Le président du CDP, le CDP prend ses décisions à la lumière des conseils du président Compaoré, qui est donc le président, c'est moral, le président d'honneur et fondateur. Sinon, lors du congrès, il ne serait pas allé jusqu'à l'élection. Non, mais d'abord, si c'est un tel et un tel qui a été le président, et puis les choses... Si vous regardez souvent les conseils qu'il donne, c'est des conseils de consensus. Hein. Quand il dit de respecter les textes du parti, quand il dit d'ouvrir la liste à tous les cadres du parti qui manifestent, quand il dit de respecter la discipline du parti, ben, c'est consensuel. Il est très dans sa posture, il est très mal placé pour dire que lui choisit un tel ou un tel. D'accord. Merci à vous. On a terminé au plan national. On va juste dire un mot sur le Soudan. D'ici là, on va enregistrer les premiers appels des téléspectateurs. Sur le Soudan, c'est une situation, une insurrection qui tourne mal. Évariste, beaucoup moins parce que là, c'est vraiment des morts maintenant à l'appel. Les militaires ne font pas cadeau du tout aux insurgés. Oui, c'est assez surprenant ce qui se passe là-bas. On est tous navrés, attristés par ce qui se passe. On croyait que le peuple soudanais avait fait le plus dur en boutant dehors Béchir. Mais en réalité, ce qui se passe est classique. C'est un rapport de force. L'armée veut encore contrôler les affaires. Et on a même vu dans notre pays comment ça s'est passé. C'est-à-dire, après le départ de Blaise Compaoré, c'est quand même l'armée qui a encore pris le pouvoir. Et même s'il y a eu des négociations pour que ce soit un civil, dans le Parlement, il y avait quand même 25 militaires. Et dans le gouvernement, il y avait aussi encore des militaires. Donc c'est une question de rapport de force. Et aujourd'hui, les militaires soudanais ne sont pas disposés à laisser le pouvoir comme ça aux civils. Pour quelles raisons? Certainement parce que certains ont des comptes à rendre de leur passé. Et certainement, c'est pour ne pas avoir justement à rendre des comptes comme ça qu'ils s'arc-boutent, quitte à tuer leurs compatriotes comme ça, qui manifestent à main nue. Mais je pense qu'ils sont dans une voie sans issue. D'accord. Évariste Konsebo? Voie sans issue, moi je ne crois pas, parce que quand on prend en considération d'autres éléments géopolitiques et autres tout, parce que souvenez-vous qu'on a vu des pays où on a arrêté, notamment l'Égypte, hein, parce que c'est des pays où quand vous voulez analyser un peu, il faut intégrer d'autres données. Est-ce qu'il y a la donne islamique qui est là, le péril? Et c'est vrai que pour que les militaires arrivent à tirer à balles réelles... Ça, c'est un prétexte souvent qu'on agite. Souvent. Désolé, mais bon, non, c'est pas la réalité, parce qu'il y a des enjeux. En Égypte, on a bien vu comment on a recadré Morsi, non? Vous êtes qui là? Je sais pas. Et dans les années 90, on a vu en Algérie où ça a été recadré. Donc, c'est des pays où il y a d'autres données, d'autres valeurs. Maintenant, c'est vrai que les militaires ont repris du poil la bête parce que le front a été peut-être... Quand même, ça a trop duré, les insurrections. Dans la durée, vous savez, au début, les gens sont peut-être enthousiasmés, mais plus ça prend du temps, plus après, les gens lâchent et ils ont certainement un bon militaire. Ils ont vu que le moment était peut-être propice. Mais là, ce qu'il faut déplorer, c'est qu'il y a eu des tirs à balles réelles. Et des morts. Ah oui, on n'a même pas eu le nombre. Donc, qui m'amène à penser quand même que comparaison n'est pas raison, mais quand même, moi, je vois un peu, j'ai eu peur quand on voyait qu'on tirait sur les gens. Est-ce que ça veut dire que le système Béchir n'est pas tombé du Non, ça ne peut pas, quand même. Ça ne peut pas tomber. En combien d'années c'est un système militaire? Ça peut Alors, pas. André, on va prendre un téléspectateur qui est en ligne. C'est le... Monsieur Idrissa Koulibaly, qui appelle de Ouagadougou sur l'affaire François Compaoré. Monsieur Koulibaly. Oui, bonjour. Oui, bonjour à vous. Vous allez bien? Merci. Merci à tous vos chroniqueurs présents.
Président. Mon intervention porte sur l'extradition de M. François Compaoré. Je voulais quand même demander au peuple burkinabé que si nous voulons avoir la chance un jour de voir François Compaoré devant les tribunaux du Burkina pour répondre de l'affaire de David Ouedraogo et allant jusqu'à Norbert Zongo, il faut que nous essayions de dépassionner un peu le débat sur ça. Vous voyez qu'actuellement, même nos gouvernants prennent chaque étape judiciaire comme une victoire des étalons. À savoir si on ne va même pas chômer ces jours-là. Donc, François Compaoré est devenu le coupable parfait actuellement, et pour le peuple burkinabé, et pour le gouvernement qui en fera quand même, qui en tirera les dividendes politiques, et même pour la justice éventuellement, à qui on trouvera quand même qu'ils ont mouillé un maillot. Donc, il y avait une première justice qui avait tranché en faveur de François, et tout ceci a été mis après en cause, et on le redemande encore de venir. Mais si la France voit que tout le peuple l'a déjà condamné, est-ce que François encore, il y aura un juge qui peut chiéger un jour, même s'il voit l'innocence de François, même s'il a les preuves irréfutables que François même n'était pas à Ouaga, est-ce qu'un juge peut encore délibérer sur la relaxe, en tout cas, un non-lieu sur François Compaoré? Aucune justice au Burkina qui va prendre François aujourd'hui ne peut le libérer tant qu'il a, même s'il a raison. Donc, c'est dépassionnant un peu le débat pour mettre la France à l'aise, et les gouvernants, la justice française, malgré quand même les décisions de justice, de laisser François venir. Sinon, même nous-mêmes, personne ne va recevoir un enfant qui crie, qui quitte chez lui, et même s'il est coupable, tu ne vas pas le livrer à un papa très nerveux, voilà, de peur que quand même il ne reçoive une punition qui dépasse quand même l'acte. Donc, moi-même, tout le monde veut voir François quand même à la barre, mais si on ne dépassionne pas un peu, ça ne nous donne pas la chance. Merci, M. Koulibaly, merci pour votre intervention. C'est vrai que la crainte ici, c'est vrai que on a souvent tendance à penser qu'à chaque étape, comme il a dit... La présomption d'innocence. Voilà, la question ici, c'est la présomption d'innocence. C'est ça, c'est le respect. M. François est condamné d'avance par l'opinion, une certaine presse. Et d'un côté, on a l'impression que le gouvernement, c'est comme un trophée qu'on agite, alors que, comme je l'ai dit ici, au moment des faits, tout le monde était aux affaires. On n'a pas vu une condamnation de quelqu'un, qui soit à quelque niveau que ce soit. Ceux qui ont condamné, on sait. Si on retourne dans l'histoire, ceux qui ont écrit, qui ont dénoncé, on sait. Or, ce n'est pas ceux-là même qui s'agitent. Le problème, il faut bien qu'ils viennent s'expliquer. Il faut bien que le peuple, comme on l'a dit, tous les Burkinabés ont le droit de connaître, parce que c'est quand même quelque chose de très atroce. La famille de Feu Norbert Zongo, ils ont le droit de savoir. Mais maintenant, comment on fait pour créer les conditions pour le permettre? C'est vrai que tout le monde, c'est comme je dis, parce que c'est un dysfonctionnement. Quand on prend l'affaire David, comment se fait-il qu'une affaire qui aurait pu se trouver dans une gendarmerie ou à la police se retrouve au conseil? Mais à l'époque, nous tous, qu'est-ce qu'on dit? Quand il y a un problème, on amenez-le au conseil. Mais tout le monde regardait, tout le monde laissait faire. Non, il faut faire très attention. Alors, on va terminer sur le... Oui, juste une précision. L'affaire David Ouedraogo a été jugée. Donc, il ne faut pas apparemment, il n'a pas eu le... J'ai eu le sentiment qu'il mettait les deux affaires sur le même niveau de traitement. L'affaire David Ouedraogo a déjà été jugée. C'est l'affaire Norbert Zongo qui n'est pas encore jugée. Oui. En fait, c'est parce que même ceux qui accusent François Compaoré lit l'affaire Norbert Zongo et l'affaire David. Tout à fait. Mais sinon, ce qu'il dit est tout à fait bon. Comme on dit, François veut bien répondre, mais dans quelles conditions? Avec cette justice qui... tu es condamné avant d'être là. Moi, je pense qu'il faut que les gens soient humains. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre des discours parce qu'il faut pour théoriser. Il faut se mettre dans la peau des individus. Est-ce qu'aujourd'hui, si je viens dans mon pays, la manière dont les choses sont conduites, est-ce que j'aurais la justice pour moi? C'est ça le fond du problème. Maintenant, c'est vrai que le monsieur, forcément, il souffre dans sa chair. Effectivement, le drame de Sapuy est ignoble. Et quand tu es accusé de ça, mais tu peux être sûr que ça te poursuit toute ta vie. D'accord. Je pense que c'est... On continue avec le Soudan ou vous voulez continuer sur le propos de M. Koulibaly? Ce qui est amusant dans cette affaire... Amusant? Oui. C'est-à-dire,
toute la suspicion qui tourne autour de la justice là, c'est que, vous vous rappelez, Badini, ce qu'il avait dit, Bourema Badini, on avait des juges acquis. C'est ça. Oui. Je te coupais. Hein. Mais ça, c'est pas amusant. J'ai discuté avec M. Badini sur cette question. Ouais. Il m'a dit qu'il n'a jamais prononcé ces mots. Mais il aurait dû démentir ça publiquement. Il n'a jamais prononcé ces mots. Ça fait longtemps qu'il n'a pas démenti. Mais c'est l'occasion. Oui, mais parce que, oui, ça nous rattrape. Ça nous rattrape. Est-ce que ça voudrait dire que nous sommes toujours dans le même cas? Voilà. Qu'il y a des juges acquis aujourd'hui? Justement, ceux qui suspectent la justice actuelle là, laissent croire effectivement qu'on est toujours dans le même cas. C'est ce que ça veut dire. Non. Voilà. Non, moi, je suis convaincu que les gens changent. Mais le système, c'est un problème Non, de système. même avec un système, on change. Et aujourd'hui, nous, on n'est pas en 98, on est en 2019. Il y a quand même un état d'esprit qui est là. Et que je ne suis pas sûr que le lien institutionnel qui existait entre la magistrature et la présidence, qui est coupé maintenant, et aujourd'hui, les juges sont devant leurs responsabilités. Je ne suis pas sûr qu'ils ne sont pas capables de donner la lecture du droit. On ne va pas faire de parallèle, mais est-ce que quand on regarde par exemple ce qui s'est passé à Yirgou jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas la justice et on sait ce qui s'est dit également. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas des éléments déjà qui contribuent à montrer que la justice n'est pas aussi totalement détachée ou libre de faire parce qu'il y a la pression politique, il y a l'influence politique? Non, mais ça veut dire que la justice n'est pas indépendante comme ça dans l'absolu, parce que ce sont des hommes qui agissent. Non, quand je dis ça, je parle en termes de subjectivité. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont dans un contexte, qui prennent des décisions, qui analysent des faits avant de prendre des décisions en fonction du droit et de leur sensibilité aussi. C'est en cela que je parle de indépendance absolue. Mais pour Yirgou, il y a une enquête qui est en cours. Okay. Moi, je on va prendre notre deuxième les résultats de cette enquête. Merci beaucoup. On va prendre notre deuxième téléspectateur, M. Ouedraogo Mohamed, qui appelle de Waïgouya, sur la candidature des candidats au CDP. Monsieur Mohamed Ouedraogo. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Allez-y pour votre intervention. Merci à tous les chroniqueurs. Merci. Voilà. Moi, je pense que, contrairement à ce que les gens pensent, le président du parti n'est pas un candidat naturel du parti. Il dirige certes le parti, mais c'est le Congrès qui a toujours le dernier mot en termes de désignation d'un candidat. Et j'en veux pour preuve, le président Roch Kaboré était président du CDP pendant plusieurs années. Mais de toutes les expériences qu'on a connues, il n'a jamais été candidat à la présidence. Donc ça, c'est un premier aspect que je vais préciser. Bon, il y a aussi ce qui a intensifié le débat sur la candidature, c'est cette lettre de Blaise Compaoré, voilà, qui circulait entre ça, et qui précisait un certain nombre de critères pour chaque candidat, que chaque candidat devait avoir pour être dans la course. Bon, il se trouve que certains, ne faisant pas partie, ou bien ne remplissant pas les critères définis par le président Compaoré, ça agite déjà pour... et moi, j'appelle cette agitation une agitation sérieuse. Parce que du moment où le CDP fonctionne sur la base de ces textes, et aux conclusions du dernier congrès, c'était le président, on disait que le président Compaoré avait le dernier mot. Maintenant que le président a effectivement envoyé une lettre dans laquelle il précise les critères, il n'y a pas lieu de s'alarmer ou de faire des agitations Monsieur Ouedraogo, autour d'une probable candidature. Monsieur Ouedraogo, oui. On a entendu parler un peu de cette lettre, mais là, vous semblez connaître les critères. Est-ce que vous pouvez donner quelques détails? Bon, le détail, ce qui fait la une même des débats là, c'est là où le président dit qu'il faut être un cadre actif du parti. Un cadre actif du parti. Voilà, un cadre actif du parti. C'est l'un des critères qui peut définir le bon candidat. Bon. Oui, maintenant que, c'est vraiment qu'il s'arrête d'idée d'avoir déjà prononcé candidat, mais à aucun moment il n'a prononcé le nom du CDP. Même dans toutes ses interventions, que ce soit au Burkina ou à l'étranger, sur les médias étrangers, il n'a jamais prononcé le nom du CDP. Bon. Le problème ici, c'est un groupe de militants qui ne sont pas forcément d'accord avec une probable candidature du président actuel du CDP, qui est Edi Komboego, qui force, qui veulent forcer le passage à M. Kadri au
compte du CDP. Sinon, si on va s'en tenir au texte et aux prescriptions des conclusions, je pense que le dernier mot revient au président fondateur. Et si vraiment vous êtes démocrate... Pourquoi vous dites veulent forcer le passage? Est-ce que ça voudrait dire que M. Kadré est exclu du CDP ou à la course, à la candidature? Non, pas qu'il est exclu, mais on entend des propos, je vais parler des propos de Ilboudo, d'André Gel. Il disait que M. Rasmané Daniel, en démissionnant, a dit qu'avec ou sans je suis. Ça, ce sont des propos quand même qui illustrent la force. Bon, à mon avis, c'est ça, quoi. Merci, moi, monsieur. Moi, mon souhait est qu'ils s'entendent autour d'un candidat idéal du parti. Voilà. Merci, monsieur Ouedraogo. Une réaction? André Jean Iboudo, avec ou sans, ça n'engage pas Kadré ou ça engage Kadré? Non, je vais dire, vous savez, quand vous avez... On ne peut pas nous reprocher d'aimer les débats. Quand vous avez des gens qui débattent, chaque parti amène ses arguments. Mais souvent, il y a des arguments qui ne tiennent pas. Vous les prononcez vous-même et après, vous vous rendez compte que vous avez donné un argument qui ne tient pas. Parce que quand, par exemple, l'autre argument qu'il a si bien rappelé pour dire que le président est le candidat naturel du parti, il a si bien rappelé, M. Blaise Compaoré n'a jamais été président du CDP, mais c'est lui toujours qu'on a proposé comme candidat. Mais ça a été toujours fait à l'issue d'instances. Non, je veux dire, non, c'est parce que quand les gens amènent des arguments pour dire c'est celui qui est le président du parti qui doit être présenté comme comme candidat là, ça veut dire que ce sont des arguments que les gens ramènent. Chacun ramasse ses arguments. Mais souvent, le président Roch a dit qu'il est déjà candidat, alors que le MPP l'a pas. Le MPP n'a rien dit. Non, encore une fois de plus, pour dire que le fait de dire que c'est le président du parti qui est le candidat naturel du parti là, vous apportez de l'eau à mon moulin pour dire que ça ne tient pas debout. Mais cela dit, moi je pense qu'un parti qui se divise contre lui-même est un parti qui part à sa perte. Ça, il faut que... Et ça a été dit il y a très longtemps, repris par etc., etc. Si le CDP veut gagner, il faut que le CDP s'unisse. Parce qu'une voix qui manque au CDP, c'est une voix qui manque au CDP. S'ils font comme ça, je pense que Salif serait la paix à son âme. On aurait dit encore que c'est Salif qui est en train de mélanger les gens, qu'il repose en paix. Même s'il n'est pas là, on voit comment les gens encore se font une bagarre de chiffonnier. La politique continue, même après Salif. Moi, ce que je voulais dire sur ce sujet-là, en plus, c'est que, je pense qu'il y a deux débats qu'il faut pouvoir dissocier. Il y a le problème de fonctionnement du CDP et le problème des candidatures. Malheureusement, on a l'impression que les deux courants qui se posent sur la question sont alliés sur les deux candidats entre griffes. Sinon, au CDP, on sait qu'il y a un problème de fonctionnement qui se pose des organes. Un congrès qui arrête que les membres du BPN sont 600 et brutalement les retrouve à 1000, 1200. Il y a un problème qui est là. La faute est à qui? La faute est au président du parti, la faute est au bureau exécutif, la faute est au secrétaire permanent. C'est des questions de fond qu'il faut savoir poser. Maintenant, on veut convoquer un congrès pour régler cette question-là. C'est quel congrès? Qui convoque ce congrès? Est-ce la structure qui a déjà des problèmes de légalité qui convoque, ou bien quelle est la structure qui convoque? Ça, c'est des questions sur lesquelles un débat interne doit être posé de manière sereine. Que les gens débattent, qu'ils trouvent des solutions pour permettre au parti de sortir entier d'abord. Après ça, on va poser la question de la candidature, étant entendu qu'un parti a intérêt, surtout un parti comme le CDP, a intérêt à gagner. Et pour gagner, moi je suis convaincu que le critère, ça c'est mon point de vue personnel, le critère du militantisme actif, moi je pense que c'est un critère qui ne veut rien dire. Parce qu'un bon parti peut prendre une personne ressource qui effectivement soude la nation, qui va au-delà du parti. Parce que le CDP, c'est de ne pas faire gagner un candidat aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Il faut un candidat qui transcende le parti. Lengani, on va juste prendre notre troisième téléspectateur, M. Ouedraogo Issa, qui appelle de Bobo de Lasso, sur le charbon fin d'Essakan. Merci, monsieur Ouedraogo. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Allez-y très rapidement, on n'est plus par le temps. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est par rapport aux questions de charbon, chose-là, j'allais dire, nous, on ne comprend pas bien ça. Oui, allô? Oui, allez-y. Ok, voilà, par rapport à ça... Est-ce que vous ne pouvez pas éteindre
ou vous vous éloignez de votre poste téléviseur. Je suis un peu éloigné. Donc il faut diminuer alors le son. Voilà, merci. Donc par rapport à tout ça, moi je pense, Oui, vous m'écoutez? Oui, allez-y. Voilà, je pense très bien. C'est mieux qu'on laisse avec la justice, qui est vraiment beaucoup compétent par rapport au temps du CDP. Moi, je pense, c'est ce que je pense. Bon, maintenant, je voulais demander à M. Lengani et puis l'autre Kombari, ils n'ont qu'à voir par chose dans sous-région maintenant actuellement, que ce soit anglophone ou francophone, quelle justice est vraiment meilleure par rapport à nous? Quelle justice est plus libre par rapport aux justices du Burkina, qui n'ont qu'à peut-être répondre à ça, quoi. Monsieur Ouedraogo, on devait parler de charbon fin de Sakane. Par rapport à tout ça, c'est la justice qui va trancher ça plus tard, moi je pense. Ok. La justice ne peut pas se mêler de ça. D'accord. La question c'est ça. Est-ce que la justice ne peut pas s'occuper de ce problème? Et des charbons fins. Oui, mais on a débattu sur ça, on a dit que c'est un débat d'experts. La justice n'a pas les compétences pour vous dire, un juge n'a pas les compétences, sauf à être métallurgiste ou je ne sais pas quoi, pour vous dire quelle teneur d'or ou d'argent il y a dans le charbon fin. Donc, ils vont recourir à des personnes avisées. Et cette demande peut être aussi remise en cause par la société, et Sakane qui va venir avec ses experts. Dans tous les cas, la justice était déjà en branle parce que n'eût été la saisie qui a été ordonnée par le charbon aurait quitté le territoire. On n'aurait pas eu cette affaire aujourd'hui. Ce que moi je vois dans cette affaire, et c'est dommage pour notre société actuelle, c'est que personne n'a une parole que tout le monde dit crédible. C'est une crise généralisée de confiance. Ça veut dire que quelle que soit la personne qui parle, personne n'a confiance en elle. Vous êtes suspect. Par exemple, l'arrêt de la Cour de cassation de la France, là, vous n'aurez pas vu, il n'y aura pas de Français qui vont suspecter la Cour de cassation de position partisane par rapport à un dossier. Aujourd'hui, la justice parle, on dit, est-ce que c'est une justice qui est crédible? L'eau froide. Le gouvernement sort, il parle, on dit, est-ce qu'il est crédible? Je suis presque convaincu que même l'expertise externe qui va venir, qui va être commise par les uns et les autres là, on va toujours dire, est-ce qu'il n'y a pas un deal derrière? Parce que bon, le drame, c'est qu'aujourd'hui, la crise est tellement généralisée que l'on n'a confiance en personne. Et c'est ça vraiment, je crois que ça, c'est une bataille que nous devrons gagner pour rebâtir une certaine crédibilité. J'ai envie de dire à qui la faute. Est-ce que chacun fait son travail qu'il faut? Est-ce que chacun est intègre comme il faut? Est-ce que chacun est propre comme il faut? Non, je veux dire, vous prenez dans tous les domaines. Dans tous les domaines, dans notre société, il n'y a pas de voix qui transcende. Et quand cette voix-là parle, tout le monde dit, bon, on peut ne pas être d'accord, mais il faut qu'on l'écoute quand même. D'accord. Alors, on va prendre notre quatrième téléspectateur, monsieur qui appelle de Touga, donc monsieur Alexis. Il n'a pas dit l'autre nom, c'est quoi? C'est Drabo ou c'est quoi? François Compaoré, sur l'affaire François Compaoré. Monsieur Alexis. Oui, monsieur Lukman. Vous n'avez pas donné votre nom? Bravo. Drabo? Oui. D'accord, allez-y. Allez-y pour votre intervention. Ok, merci beaucoup, monsieur Lukman. Je remercie également le plateau et le peuple burkinabé grâce à qui nous avons la chance de suivre ces émissions. Merci à vous. Alors, cela dit, je voulais parler effectivement du cas François Compaoré. Oui. C'est avec regret que j'ai suivi l'intervention de M. Achille Tapsoba. Bon, M. Lukman, il faut dire que les Burkinabés n'aiment pas la vérité. Quand on aime son pays, on doit avoir l'honnêteté d'accompagner et de soutenir la justice pour qu'elle soit au service du droit et de la vérité. Ceux qui aiment François Compaoré doivent réellement et honnêtement lui demander de rentrer se défendre. L'affaire a trop duré. L'affaire François Honoré Zongo a provoqué combien de crises au Burkina? Ça a blanchi des années. Ça a amené des élèves à redoubler leur classe pour n'avoir pas eu de cours de façon effective. Ça a provoqué tellement de mal à ce pays-là que ceux qui défendent François aujourd'hui doivent avoir l'honnêteté intellectuelle de se regarder en face dans un miroir et de dire à François, rentre te défendre. Si la justice blanchit et dit Komboyogo, c'est une justice indépendante. Mais quand la justice veut entendre François Compaoré, c'est une justice manipulée.
Alors, et automatiquement, certains journalistes assimilent l'affaire-là à l'affaire de Djibril Bassolé. Entre nous, est-ce qu'on peut comparer cette affaire-là à l'affaire de Djibril Bassolé? Tout le monde se connaît Djibril Bassolé et sait de quoi il est capable. Donc, moi, je pense que les gens doivent être honnêtes, laisser la justice faire son travail, dire à François Compaoré, rentre te défendre. Aujourd'hui, si la justice blanchit François Compaoré, vous allez voir que beaucoup de gens vont l'applaudir. Alors, on nous dit aujourd'hui que non, et cette justice-là, elle est sous les ordres. OK. N'oubliez pas que le même Blaise Compaoré, quand il était ministre de la Justice, a dit que tous les régimes de ce monde-là utilisent la justice à son service. Oui, le même Blaise Compaoré l'a dit. Et c'est aujourd'hui qui disent que Badini n'a jamais dit que c'est les juges acquis là. Moi, j'ai cette preuve-là. Badini l'a dit. Bon, il l'a dit. Si Badini n'est pas ici. Bon, on ne va pas revenir sur ça. Il a dit qu'il y a des juges acquis. Monsieur Drabo, Badini a dit, Badini n'a pas dit. Bon, ça va être difficile ici. Parlons plutôt de ce qui nous intéresse, parce qu'on ne sait pas réellement de quoi il s'agit. Ouais. Vous avez fini, monsieur Drabo? Non, je n'ai pas fini. C'est pour allez-y très rapidement, on n'est plus par le temps. Voilà, il faut avoir l'honnêteté de soutenir ce pays, de la justice. Demander à François de rentrer se défendre n'a rien à voir avec être contre François ou être contre quelqu'un de ce régime-là. C'est une question d'être avec ou ce régime. Laissez la justice faire son travail. Si François est blanc là, il faut le blanchir. Où est le problème? Merci. Qui a intérêt aujourd'hui à condamner François Compaoré? L'affaire David Miraola, il a fallu que Norvège Zongo meilleur côté soit jugé. Le peuple n'est pas amnésique. Il a fallu que Norvège Zongo meilleur côté l'affaire David Miraola soit jugée. Sinon, ça n'allait jamais avoir lieu là. Vous savez, non, il ne faut pas que les gens aujourd'hui veuillent transformer les bourreaux là en victimes. On se connaît tous dans ce pays de savane là. Je vous remercie. Merci, monsieur Drabo. Alors, déjà, quand vous dites un bourreau, c'est ce qu'on disait. Il faut quand même la même chose, hein, la présomption d'innocence aussi. Je tiens à dire, en fait, quand on a voulu faire le parallèle avec l'affaire Bassolé, c'est sur le plan du respect des décisions de justice, l'application des décisions de justice. En l'état, en l'espèce, il bénéficie d'une liberté provisoire qui a été recadrée par le gouvernement. Donc, ça ne souffre pas. Maintenant, bon. Sinon, il est sincère. Hein. Je pense qu'il est vraiment sincère dans sa Non, moi, je voulais. Et ça, je fais la liaison avec la personne qui a intervenu le premier là. Je crois que ce qui nous dessert au Burkina, c'est toute la passion que l'on met. Et on a l'impression que la foule a déjà. La foule a déjà jugé et condamné quelqu'un. Regardez, quand son Excellence Luc Adolphe Thiaw est rentré au Burkina, il est venu, on l'a mis en prison, il est allé, après il est sorti. Je ne suis pas sûr qu'avec la passion que les Burkinabés ont sur le dossier de... Et même si on peut comprendre la passion, hein, si par exemple M. François se levait de lui-même et qu'il achète son billet et qu'il prenne Air France pour arriver au Burkina, parce que quand vous venez... Vous savez, les autorités savent qui est dans l'avion, qui n'est pas. Pour une autre compagnie, bon, je fais l'appui pour... Bon, je m'en excuse. Il prend une autre compagnie, Air Burkina, pour arriver au Burkina. Si on sait qu'il arrive, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont aller à l'aéroport avec des pancartes pour l'accueillir avec des insultes. Or, la justice n'aime pas ça. C'est ça qui fait craindre. Sinon, normalement, je dis, chaque citoyen doit est qu'un candidat potentiel devant la justice de son pays. Et M. François devrait pouvoir venir... Mais malheureusement, je termine là-dessus, ça veut dire, malheureusement, la façon dont nous nous comportons va faire en sorte que personne ne veut aller à la justice. Parce que tu dis, je suis déjà condamné. On va prendre monsieur, on revient encore sur l'affaire François, donc avec M. Adama Kwanda qui appelle de Nyangologo. Oui, monsieur Kwanda, merci de nous appeler de très 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 loin. Hein. Oui. Bonjour, monsieur Loukman, bonjour le plateau. Merci à vous. Merci d'avoir Voilà, c'était pour aussi participer à l'émission. Par rapport à l'affaire François Compaoré. Les gens parlent de l'extradition de François Compaoré. Oui, c'est vrai, François Compaoré a été déjà jugé par la justice burkinabé et blanchi. Et la justice burkinabé, ici, au Burkina, a toujours tendance à mettre les gens en prison et pour faire des enquêtes et chercher des preuves. On a vu par exemple l'opérateur économique Inoussa Karazio qu'on a mis en prison pour chercher des preuves, on n'a pas eu.
Il y a eu Barry, le colonel Barry, on met en prison pour chercher des preuves, après on blanchit. Et François Compaoré, si on le voit, comment est-ce qu'il a quitté le pays? À la suite de l'insurrection, ça court. Allez-y voir ce que les gens ont fait. Même ça court, il n'y a même pas un seul une brique qui colle au mur. Et maintenant, on dit lui-même, il n'a pas rentré parce qu'on a besoin de lui. Tout le monde dit non, il est dedans, il est dedans. S'il est dedans, si la justice a autre preuve que ce qu'il avait dit, c'est la même justice qui avait dit qu'il est blanchi, qui n'a rien à voir dedans. S'ils ont autre chose pour dire, ils n'ont qu'à sortir pour dire au peuple la vérité. Avant, nous avons menti, et aujourd'hui, voilà la vérité. On incite quelqu'un, il a incité qui? Sortez pour nous dire si vous avez la preuve, pour éviter tout ce débat-là. Au lieu de nous laisser rentrer dans tout ce débat-là, personne ne dit que la justice n'est pas indépendante, mais si la justice aussi veut faire son travail, qu'il fait son travail dans le droit, et sans problème. On met les gens en prison pour essayer, on va l'envoyer ici, c'est pour dire, bon, on cherche des preuves. On va écouter quelqu'un, on va écouter quelqu'un ici. D'ici là, comme on dit, on fait un mandat d'arrêt contre quelqu'un, on a toutes les preuves. Mais nous, on voit ici qu'ils n'ont pas de preuves. S'ils ont les preuves, ils n'ont qu'à sortir pour nous dire directement, on a les preuves. Voilà, c'est une personne comme ça qui a dit que c'est François qui m'a envoyé d'aller tuer. Et c'est très simple, tout le monde va applaudir. Hein, au lieu de nous laisser rentrer dans ce débat, dans ce truc où il y a les terroristes, on ne sait même pas où on va se mettre la tête. Et encore, il y a tous ces trucs-là encore qui viennent rentrer dedans. Bon, vraiment, je vous souhaite bon vent. Merci à vous. Je demande vraiment à tout le monde, ceux qui vont, par exemple, intervenir, les journalistes, qu'ils n'ont qu'à aller dans le sens du droit et puis au lieu de se mettre dans les trucs partisans. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Merci, monsieur Kwanda Adama, qui a appelé de Nyangulugo. Aussi qu'on a il y a tellement de cas ici, on va... Non, mais en fait, en toutes circonstances, il faut rester sur les principes. Voilà, c'est ça. Je voudrais intervenir. Oui, d'accord, oui. Bon, moi, je voudrais dire à M. Drabo, que je salue au passage, qui est mon cousin, que contrairement à ce qu'il lui dit, moi, je conseille à François Compaoré de ne pas rentrer au pays dans les conditions actuelles. Parce qu'il ne sera pas... ce n'est pas que je n'ai pas confiance en notre justice. Je n'ai pas confiance au pouvoir. Je n'ai pas confiance à l'État burkinabé. J'ai confiance à la justice. Des juges peuvent dire le droit. Mais entre ce droit-là et l'application du droit, il y a un pas que notre État a montré qu'il prend des libertés. Il y a plusieurs cas on en a cité d'autres cas qui sont là. On vous embastille pour chercher des preuves. Et comme l'a dit aussi Eugène, c'est un peu comme l'affaire Dreyfus ou l'affaire du pullover rouge, où la société a déjà condamné. Ça, sur la base de suspicion, on condamne quelqu'un. Est-ce que dans ce climat-là, un juge peut dire le droit? Admettons qu'il le dise. Est-ce que l'État peut accepter que effectivement ce droit soit appliqué? C'est ce qui se passe avec Djibril Bassolé. Je suis convaincu que si Djibril a des problèmes aujourd'hui, ce n'est pas forcément parce que le pouvoir en veut particulièrement à Djibril, mais parce qu'il y a une opinion derrière qui n'accepte pas que Djibril soit libre éventuellement. Donc il y a ces faits-là. Et puis je voudrais aussi ajouter que nous donnons nos points de vue. C'est comme l'a dit Eugène, c'est pour contribuer à enrichir le débat. Et chacun est libre de discuter. Merci. Mais sur la question de Badini, je pense qu'on peut... Non, on va passer dessus parce que Badini n'est pas là pour se défendre. Donc, et comme personne n'a la bande sonore, donc voilà. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on est arrivé dans une situation navrante, désespérante, qui est que, comme disait Eugène, il y a une suspicion généralisée sur tout. C'est assez effarant, assez effrayant, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire, s'il n'y a pas une institution qui inspire la crédibilité, le sérieux, le respect des citoyens, nous sommes une société qui est vouée à la disparition. Merci. Et on prend notre dernier téléspectateur. On a vraiment 2 minutes, 1 minute 5 pour finir. Monsieur Ibrahim Pitroapa, qui appelle de Ouagadougou, c'est l'affaire François Compaoré. Soyez très, très bref et concis, parce qu'on en a tellement parlé aujourd'hui. Bonjour, monsieur Sawadou. Bonjour, monsieur Pitroapa. Bonjour à tout le plateau. Voilà, donc je ne serai pas non, c'est sur 2 points. D'accord. Donc je voulais tout simplement dire, si monsieur François Compaoré ne se reproche de rien, il peut rentrer. Il s'agit des mêmes juges. Et monsieur Lengani peut savoir monsieur Lengani sait très bien qu'il n'y a pas de génération spontanée en politique. Donc ce sont les mêmes leaders. Bon, concernant le décret que le gouvernement français doit prendre, bon, pour moi c'est une occasion pour l'État français de rincer son image. Pas laver son image, de rincer son image, voilà, avant le dossier Thomas Sankara. Donc le décret, l'aspect judiciaire a déjà pris sa décision. Donc il reste l'exécutif. Donc
ici, il ne s'agit pas d'émission. La justice a déjà tranché. Voilà. Merci, monsieur. Non, on est terminé. Monsieur Pitrapa, bon, ce sont les mêmes choses. Hein. Monsieur François ne se reproche rien qu'il rentre au pays. Alors, la question ici, c'est de dire, monsieur François dit qu'il veut bien venir. On se rappelle qu'à sa première audition, il a dit qu'il a confiance à la justice de son pays, mais il ne voudrait pas, pour des questions évidentes, de venir au pays. C'est ça. Alors, on est au thème de cette émission. Je vous dis merci d'avoir participé. J'étais donc avec Vokouma Joachim. Vokouma est directeur de publication de Kasseto.net. Merci Vokouma d'être passé sur ce plateau. Et Lengani Isaka, journaliste, directeur de publication de L'Opinion, qui paraît désormais en ligne. Et puis juste à côté, André Eugène Iloudo, directeur de la radio des écoles. Et puis enfin, Évariste Konsebo, président, chroniqueur média, président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme et également premier porte-parole du Forum alternatif des citoyens. Merci à vous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.